J'avais défendu les Polonais qui avaient découpé les tétons cutter. Au lieu de me casser la tête à gérer un trafic pendant 5 ans, ben, les gars ils s'organisent pour aller enlever la tête d'un réseau et demander une rançon, quoi. Tu vois, que quand tu vas voir le dossier et que c'est la réalité et t'es pas sur Netflix et que tu ouvres les cartons et que tu vois la photo de la gamine allongée sur le ventre avec la tête un peu plus loin comme ça, et que la gamine a 8 mois, 9 mois, tu te dis... Donc, je m'appelle Amit Elabouti, je suis inscrit comme avocat au barreau de Bruxelles depuis un peu plus d'une vingtaine d'années et ma spécialité c'est principalement du droit pénal et de la procédure pénale. Donc en quelques mots, les personnes qui ont commis des infractions, donc ça peut aller de brûler un feu rouge jusqu'à un assassinat. Et alors, de l'autre côté de la barrière, mais on est moins souvent consulté par les victimes alors d'infractions pour demander les intérêts civils, donc les dommages et intérêts, etc. Donc, je me suis inscrit à Solvay, à l'ULB, j'avais 18 ans. Et donc, quand j'ai reçu le tome, le gros syllabus comme ça, 1000 pages, chimie, chapitre 1, l'atome, je me suis dit, ça va pas vraiment aller, quoi. Et donc, j'ai fait semblant que tout allait bien. Et ça n'a fait que s'envenimer, parce que j'ai eu des cours du style labo physique. Donc déjà, rien que si tu prends les deux termes séparément, labo et physique, ça fait mal à la tête. Mais quand tu mets les deux ensemble, je me souviens avoir dû faire des expériences dans des laboratoires avec des trucs de physique et de chimie. Je ne comprenais absolument rien. Et donc, j'ai très vite vu que ce n'était pas pour moi. Il faut savoir qu'en parallèle des études, on va dire, universitaires, je devais quand même bosser dans les commerces de mon père qui étaient dans l'ORECA. Donc mon père pensait que tu pouvais travailler 12 heures dans l'ORECA et puis étudier le soir tes cours de l'UNIF, alors que c'est des présences obligatoires et c'est quand même indispensable pour comprendre quelque chose et être parmi les étudiants, etc. Et donc voilà, Solvay, donc ça n'a pas été du tout. Et j'étais toujours quelqu'un qui n'a pas voulu lâcher les études. Donc l'année d'après, j'ai fait ISTI, c'était une école de traducteurs-interprètes. Là, le problème, c'est que j'ai fait mon baptême d'étudiant. Et donc là, on a découvert l'alcool, les fêtes, etc. Soi-disant, c'est pour avoir des bons résumés qu'il faut se baptiser. Donc, je ne les ai jamais vus, les résumés. Et donc là, j'ai un peu appris les langues. J'ai appris anglais, espagnol. J'ai un petit peu appris les langues, mais ça n'a pas non plus fonctionné. Et puis, j'ai été à l'EFEC, une haute école supérieure, où là, j'ai fait un diplôme en gestion. Et par après, voilà, j'ai toujours été dans un peu les tracas de la rue de 18 à 24 ans. Et donc, voilà, de temps en temps, on faisait des bêtises. Et puis un jour, j'ai décidé de faire une psychanalyse. Et donc, quand j'ai commencé la psychanalyse, c'est là que j'ai vu un peu plus ce qui m'intéressait dans la vie. Et en parlant avec ce médecin, donc, je me suis rendu compte que c'est le droit qui m'attirait vraiment, quoi. Et donc, je me suis inscrit en droit à l'université, l'ULB. Et donc, j'ai commencé le droit. Et là, normalement, c'est 5 ans, j'ai fait 7 ans, hein, j'ai un peu approfondi. Et donc, j'ai été à un moment donné licencié en droit à l'âge de 29 ans. Mais ce que j'ai bien aimé dans ce parcours, c'est que voilà, j'ai été dans la vie active et je me suis rendu compte que je suis un homme d'origine étrangère sans néerlandais. Je veux dire, gars, si tu vas pas chercher un vrai diplôme, tu vas aller nulle part, quoi. Et donc, j'ai bien vu ça en diplôme. On t'engage où? Ben, tu as des trucs McDo, Quick, vendre des autocollants, des posters à l'arrache. Donc, tu te rends bien compte que c'est pas ça la vie, quoi. Et donc, à un moment, je dis, il va falloir, moi, plus qu'un autre, aller chercher un vrai diplôme pour qu'on t'ouvre les portes, quoi. Il faut pas croire, hein, une fois que vous êtes licencié en droit, ben, le nom étranger, il reste quand même là, hein. Et donc, même quand j'étais licencié en droit, j'ai quand même galéré. J'ai mis 1 an et demi, voire 2, avant de trouver un patron de stage, parce que tu es obligé de faire un stage de 3 ans et d'être engagé par un avocat plus âgé, quoi. Et donc, non, c'est intéressant. Et puis, il faut le diplôme. Voilà, pour moi, le diplôme, ça a toujours été la carte de visite. Ça a toujours été la clé pour ouvrir des portes où vous n'allez pas savoir rentrer sans cette clé, quoi. Donc c'est une clé qui ouvre les portes. Il y a certains endroits, on ne va même pas vous ouvrir la porte ou vous recevoir si vous n'avez pas tel diplôme, hein. Donc c'est le badge, quoi. C'est le badge d'accès à pas mal de choses.
Et moi, ce que je disais, enfin, ce que je dis toujours, c'est que c'est dommage de ne pas faire 5 ans d'études, 20 à 25. Et c'est 5 ans, c'est rien. Et puis de 25 à 80 ans, t'es bien, quoi. Tu ne dois pas courir derrière l'argent, on va dire, quoi. Ben, j'ai beaucoup de jeunes, malheureusement, qui font du piratage informatique, du spam, etc. Et, enfin, et ces gamins-là commencent très jeunes, hein. Ils ont parfois 20, 21 ans et ils sont déjà super calés dans tout ce qui est infraction informatique, hein. Et alors, ils se disent, à partir d'un ordinateur, qu'est-ce qu'on va me faire? Mais bon, tôt ou tard, ils se font choper, quoi. Et donc, il y a ça. Il y a quoi? Ben, malheureusement, les jeunes aussi qui sont dans le trafic de stupéfiants, hein. Avant, c'était beaucoup cannabis. Maintenant, c'est très vite cocaïne, quoi. Ouais, parce qu'ils ont fait le calcul de se dire tu te fais attraper en cocaïne, tu vas faire 2-3 mois en plus de prison, mais pour point de vue rentabilité, ça paye 10 fois mieux, quoi. Ça, c'est les jeunes, quoi. Vol, violence, il n'y a plus trop, c'est pas rentable, quoi. Puis vol, violence, les gamins, ils ont vite compris que quand tu uses de la violence, tu ramasses des peines super lourdes, hein. Et donc, aller faire un vol-violence d'un GSC ou des choses comme ça, c'est tout à fait ridicule, hein. Ce qui reste beaucoup comme dossier, c'est les trafics de drogue, quoi. Des dossiers que j'ai eus, qui sont peut-être un peu plus, qui sont peut-être un peu plus classiques ou un peu plus sensationnels. C'est par exemple des gars qui venaient de France, quoi, les braquages d'Orly. C'était des braqueurs qui attaquaient encore à l'époque des Brinks, tu vois. Et donc là, l'équipe en question, c'est les anciens militaires algériens français, tu vois. Donc il y a parfois des gars, ils ont, je ne sais pas si tu imagines, les gars, ils ont la formation militaire, donc ils savent manier une arme, ils savent monter une stratégie, ils savent attaquer une banque, quoi, hein. Yes. Donc tu as certains mecs qui se disent, ben, je vais aller faire un casse plutôt que d'avoir un salaire ridicule, hein. Aujourd'hui, il faut savoir que l'argent se trouve principalement dans ce qu'on appelle des centres forts. Centre fort, c'est en fait une maison, mais en réalité, c'est une banque. Et donc, personne ne sait que, oui, personne ne sait que c'est une banque. Donc, c'est une maison comme une villa. Et en fait, à l'intérieur, ben, tu as des coffres, tu as tout, tu as des équipes, tu as des surveillances, tu as des sécurités. Et en fait, l'argent est entreposé là, quoi. Ça s'appelle un centre fort. Et donc, ça veut dire que tout ce qui consiste braquage pour l'argent, etc., ça a beaucoup diminué, hein. J'ai aussi beaucoup défendu à l'époque, c'est un peu... à chaque fois que tu dis à l'époque, j'ai l'impression d'être un vieux con. Euh, les bandes urbaines, tu sais, il y a eu beaucoup de bandes urbaines. Ben, il y en a eu sur Liège, il y a eu des bandes urbaines sur Liège, il y avait une vingtaine de bandes urbaines à Bruxelles, tu vois. Et donc, c'est souvent des personnes d'origine congolaise, tu avais des bandes aussi marocaines, tu vois. Et donc, ils se faisaient la guerre de gangs, quoi. Ça vient du film des années 90, New Jack City. Ouais. Tu avais le film New Jack City et qui a beaucoup marché, quoi. Ouais, c'était des bandes africaines, etc. Et les gamins se sont inspirés de ça tout doucement, hein. Qu'est-ce qui se passait? C'est un peu triste. C'est quand tu allais en assise et que tu avais un Africain qui avait tué un autre Africain, dans les jurés, il n'y a personne qui s'identifie à la victime. Tu vois, les jurés, bon, tu avais belge classique, tu pouvais avec la chance avoir un black qui tombait dans le juré, tu vois, mais à partir du moment où tu as un black africain qui a tué un autre black africain, ben, dans le jury, quelque part, ils vont se dire dans le fond d'eux-mêmes, ben, on s'en fout, en plus c'était des trafiquants, ils se tuent entre eux, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Écoutez, j'ai vendu de la drogue dans la rue depuis l'âge de 12 ans. Je n'ai eu aucune des occasions que vous avez eues, maître Hawkins. Je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans ma bouche, maître Hawkins. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, ils faisaient des meurtres, coups de couteau très souvent. Et donc, ils arrivaient jusqu'en l'assise et ils prenaient des 10-15 ans. 10-15 ans, ils faisaient un tiers, c'est pas énorme, et ils sortaient avec une médaille. Et donc, à un moment donné, les cours d'assises ont commencé à donner des peines beaucoup plus lourdes, quoi. Et donc, dans un des derniers procès que moi j'avais fait à l'époque, c'était quatre personnes qui avaient tué quelqu'un à la Roca. Et là, ils ont ramassé des lourdes peines. C'était des peines entre 25 et 30 ans de prison. Et donc, quand les gamins ont commencé à ramasser des 26 ans de prison, le bruit est passé qu'il ne fallait plus faire ça. En vrai. Ah ouais, les guerres de territoire à Bruxelles, notamment entre le quartier qui est appelé Clémenceau et le quartier Peterbos, qui sont deux quartiers qui se trouvent à 1 kilomètre d'intervalle. Voilà, enfin, c'est triste, quoi. C'est triste parce que, comment dire, commencer à tirer la Kalachnikov dans la rue, commencer à tuer des gens pour les territoires, on se croirait un peu à Marseille ou bien dans le Bronx, quoi, tu vois. Donc,
c'est pas vraiment normal, mais j'ai envie de dire aussi, les Français sont pas plus idiots que les autres. Vous avez beaucoup de Français qui viennent commettre des infractions en Belgique parce que les peines en Belgique sont beaucoup plus légères, quoi. Il faut pas oublier qu'en France, en Belgique, les cours d'assises, c'est que pour les meurtres. En France, un vol avec violence, tu passes devant une cour d'assises. Voilà, mais donc cette guerre de territoire, j'ai envie de dire, ça devait arriver. Ça devait arriver un jour ou l'autre, puisque les trafics de stupéfiants se sont perfectionnés. Allez, imagine, je vais te donner un exemple concret, hein. Est-ce on a souvent ce type de profil en prison? 9 fois sur 10, le gars en prison, il n'y a pas de père, hein. Il n'y a pas d'autorité. Et donc, et même quand il y a un père, ben souvent le père est à la mutuelle parce qu'il avait un problème de dos. Donc, si tu te réveilles tous les jours et tu as ton père au CPS ou ta mère qui est, allez, qui est comment dire, femme au foyer, etc. Enfin, je veux dire, si tu te lèves tous les jours et tu n'as pas devant toi un exemple de parents qui se lèvent et qui bossent, etc., c'est pas les parents qui sont mauvais, hein. À un moment donné, il n'y a pas de boulot. Et donc, tout ça, ça a entraîné des générations de personnes sans travail. Et donc, et deux, tu arrives à 20 ans, 21 ans, tu as aussi envie d'avoir un iPhone, les derniers Nike Air Max, partir à Dubaï, etc., une belle voiture. Et donc, pour lui, la meilleure façon d'avoir la Lamborghini, c'est d'aller vendre de la drogue, quoi, hein. Il se dit bien, je ne veux pas être engagé comme PDG parce que j'ai pas de diplôme, etc., etc. Donc, il y a eu quelques dossiers comme ça en Belgique. Au lieu, tu vois, de faire un trafic et de franchir les différents échelons, il y a un moment donné, tu deviens un chef. Il y a des dossiers où carrément le jeune, il se dit, au lieu de me casser la tête à gérer un trafic pendant 5 ans, ben, les gars, ils s'organisent pour aller enlever la tête d'un réseau et demander une rançon, quoi. Tu vois, ça va beaucoup plus vite, mais c'est beaucoup plus dangereux, quoi. Quand tu as un gamin, 20 ans, il lui propose 100 euros par jour pour faire le chouf. À la fin du mois, ça fait 3 000 euros, hein. 3 000 euros, il faut les gagner, hein, chez un patron. Tu vois, il faut la porte d'entrée, déjà, la clé pour rentrer, le bon diplôme. C'est un problème qui est devenu récurrent et donc je pense que la situation ne pouvait que dégénérer, non. C'est que tu as des gamins qui braquent pour donner à manger à toute la famille, hein. Moi, je me rappelle, j'avais des gars comme ça, ils me disent, maître, on ne sait pas payer l'électricité, on n'a rien, j'ai 4 frères, 2 sœurs, ma mère est handicapée, mon père, il a disparu, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, comment on mange? Hein. Il me dit, je suis obligé, une fois de temps en temps, voilà, et puis une fois tous les 3 mois, je rentre dans un GB, je fais des trucs, ça me fait pas plaisir. Il me dit, mais je suis l'aîné de la famille, c'est moi qui dois ramener à manger, sinon c'est un déshonneur. Vous savez qu'à un moment donné, en Belgique, ils avaient changé la loi, et donc ils avaient considéré que celui qui était en récidive, il devait faire 2 tiers de la peine, alors que quelqu'un primaire faisait 1 tiers, hein. À un moment donné, moi, je parlais avec des clients, et la loi a de nouveau changé, enfin la jurisprudence, les cours et tribunaux. Et donc le 1 tiers pour les primaires, 2 tiers pour les récidives, c'est revenu égalité pour tout le monde. Et donc c'est devenu 1 tiers pour tout le monde. Donc 1 tiers ou pour le récidive ou pour le primaire. Mais quand les gars dans la rue, ils ont entendu ça, hein, ils se sont dit, ben moi, ce qui me retenait de pas récidiver, c'est que j'allais prendre 2 tiers, quoi. Mais puisque finalement c'est 1 tiers, ben, allez, Jack, viens, on va prendre encore le riot de gueule. Allez, vas-y, viens, on va y aller. Et franchement, c'est une réflexion que je ne m'étais pas fait moi-même, hein. C'est en parlant avec des clients qu'ils se sont dit. Alors, je dis, waouh, les gars, ils sont magnifiques, quoi. C'est pas, il faut augmenter les peines et tout. Les peines, elles existent, elles sont dans un code pénal qui a toujours fonctionné. Je pense qu'il faut, exécuter autrement les peines et deux, surtout, permettre en prison une vraie réinsertion, quoi, tu vois, beaucoup plus des formations, tu vois, former les gens, hein. Si quelqu'un est en prison, mais il apprend rien, ben, quand il va ressortir, il va recommencer, hein. Mais si tu laisses un gars, tu le plies en prison, il ressort, il doit trouver une garantie locative parce qu'il a perdu son logement, il a perdu sa femme a pris la garde des enfants. Et le mec, quand il ressort, il est beaucoup plus loin que quand il était rentré. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse en sortant? Le gars, subitement, il ne va pas devenir chef marketing, quoi. Tu sais, d'un côté, si tu réfléchis, on va mettre de l'argent dans quoi? On va mettre de l'argent dans les jeunes qui sont quand même dehors, etc. Ou tu vas mettre de l'argent dans les gens qui ont fauté, qui sont en prison et que c'est peine perdue, on va dire, hein. Est-ce qu'il y a des affaires que vous avez déjà refusées actuellement? Oui, ce que je refuse tout le temps, ce sont les dossiers où ça concerne les enfants, quoi. Ouais. Quand il y a des attouchements sur enfants ou des violences sur enfants, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'une fois, un avocat me disait, puisqu'à l'époque, j'en ai fait des dossiers comme ça, on essaye toujours un peu d'explorer un peu tout.
Et une fois, quelqu'un me dit, ouais, quand tu auras un enfant, tu vas voir, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu mon fils il y a 13 ans. Et c'est beaucoup plus difficile d'accepter ce genre de dossier. Et puis surtout, aujourd'hui, j'en ai plus besoin, hein. J'ai fait un dossier comme ça. J'étais avocat depuis 2, 3 ans. Et puis, j'ai plus jamais fait ce genre de dossier, quoi. Donc, tu t'intéresses un peu à la psychologie du criminel. Comment est-ce qu'il a pu opérer autant de fois sans se faire attraper? Quels sont les malaises de la société? Comment ça se fait que cette personne n'a jamais été soignée? Je me rappelle qu'il avait une femme et 3 enfants, quoi. Après, moi, j'avais défendu euh, les Polonais qui avaient découpé les tétons cutter. Enfin, dire même si tu l'as fait, c'est pas très facile à avouer, quoi. Et donc, tu as des choses qui sont difficilement avouables pour le client. Plus dur que j'ai eu à défendre, mais on en parlait là tantôt, quand ça touche les enfants, c'est un Syrien qui avait, à un moment donné, parce qu'il pensait que madame l'avait trompé et que madame lui dit, ben, c'est pas ta fille, etc. Il a pété un câble, quoi. Et donc, il a égorgé sa femme et sa gamine de 6 mois, quoi. Et donc, je te jure que quand tu vas voir le dossier et que c'est la réalité et t'es pas sur Netflix et que tu ouvres les cartons et que tu vois la photo de la gamine allongée sur le ventre avec la tête un peu plus loin comme ça, et que la gamine a 8 mois, 9 mois, tu te dis ça c'est chaud quand même, mon ami, tu vois. Et après, tu vas voir le gars en prison, tu vois que il a tous les regrets du monde, tu vois que c'est pas ça qu'il a voulu, qu'il regrette, il aime sa femme, enfin tout ce que tu veux, hein. Et donc là, tu commences à avoir une empathie pour le gars. Tu vois que le gars, c'est dingue, hein, ce que je vais dire. Mais tu vois que le gars n'est pas fondamentalement méchant. Et je donne souvent cet exemple. Pourquoi? C'est le seul mec qui est détenu à la prison de. Et tu sais, une fois par an, ils reçoivent un petit, comment dire, un petit avantage social, pour être très concret, 10 euros de téléphone. Donc ces 10 euros, chaque année, ils les utilisent pour me dire, maître, je vous souhaite une bonne année, j'espère que tout va bien pour vous, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu me voir, vous êtes le meilleur avocat, alors que le gars était condamné à perpétuité, donc il ne pouvait pas prendre plus, tu vois. Donc tu vois, la personne est gentille. C'est terrible, hein, de se dire, la personne est gentille, alors que l'acte, égorger sa femme et sa fille, quoi, c'est quand même un acte d'une cruauté énorme, hein. Si j'ai déjà eu des clients qui, pendant les premiers mois, pardon, te demandent de ne pas le défendre. C'est-à-dire que tu arrives en chambre du conseil et ils ne demandent pas la libération. Ben, j'en ai un ici qui est détenu depuis 2 ans dans un dossier aussi qui a été qualifié pour l'instant de meurtre. C'est 4 gars qui vont chez quelqu'un et là, ils discutent, ça se passe mal, il y a des problèmes de compte entre eux, et notamment quelque chose qui tourne autour des stupéfiants que l'un n'a pas payé, etc. Et ils vont, et pour une histoire de 150 euros, finalement, à 4, ils tuent le gars à coups de couteau. Et le mien serait un des auteurs des coups de couteau. Eh ben, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'il est en prison et il ne me demande pas de plaider pour être libéré, hein. Il me dit, je purge, il me dit ce que j'ai fait, c'est pas bien, j'ai enlevé la vie à quelqu'un, même si je n'étais pas d'accord avec lui, c'est des choses qui ne doivent pas arriver, quoi. Un autre cas que j'avais eu, c'était un monsieur portugais il avait été condamné pour une tentative d'assassinat. C'est qu'un soir, il rentre à la maison. Il était marié avec une dame depuis plus de 30 ans. Et la femme lui dit, pendant le dîner, elle dit, écoute, j'étais marié à un avocat, donc moi, je vais divorcer, hein. Et le gars, c'est sa femme, c'est toute sa vie. Et donc, il se dit, ah oui, chérie, enfin, je comprends pas comment ça se fait. Et tu sais, le mec, il est sous le choc, mais il dit rien, quoi. Donc, il termine à manger, etc. Et puis, ils vont dormir. Et il se réveille en plein milieu de la nuit, il a déjà le projet en tête. Et donc, il prend un petit escalier, là, il monte. Alors, il prend, tu sais, les grandes marmites en fonte, là, le truc super lourd qui est un cadeau de mariage. Et donc, madame dort. Et donc, il prend le truc et il va. Et pendant qu'elle dort, zbam, 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 il essaie de la tuer, tu vois. Il y a plein de sang partout. Enfin, il faut imaginer la scène de fou, quoi, tu vois. Et évidemment, il est arrêté, il en a aveu. Euh, il va, il va être condamné, je pense, à 5 ans, tu vois. Et il va faire un tir lapin normal, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Pardon, c'était 3 ans. Parce que la libération 3 ans était une libération automatique. Donc, il était condamné à 3 ans, 2 ans avec sursis. Donc, il avait fait 1 an. Et le directeur de la prison me téléphone, il me dit, maître, il y a votre client ici, il ne veut pas sortir. Je dis, comment ça? Il dit, passez le mois. Je dis, monsieur, il me dit, maître, il me dit, moi, j'ai rien dehors. Il me dit, je sors, il me dit, dehors, je vais où? Il me dit, j'ai pas de logement, j'ai plus de femme, mes enfants ne sont pas venus me voir, j'ai rien. Il dit, moi, je reste, quoi. Et donc, ça, c'est terrible, hein, imagine
la détresse des gens, quoi. Ils l'ont foutu dehors le jour d'après, quoi. Mais avec son sac poubelle et ses affaires, mais ils l'ont foutu dehors, quoi. Je crois qu'il a dû aller, il a été dormir chez un de ses fils, je crois. Ah, ok. Il y a une énorme solitude en prison, hein, tu vois. Ça me donne un autre exemple d'un autre gars que là j'avais eu. Il avait été considéré comme membre d'une organisation terroriste. Il est condamné à 5 ans.